Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Carla Simon. Je suis conseillère au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Je suis aussi diplômée d'une maîtrise de l'UDM. Alors, moi aussi, j'ai passé par les processus d'admission dans un programme au cycle supérieur. Je comprends que c'est stressant et ça peut faire peur, mais inquiétez-vous pas. Nous allons démystifier et clarifier plusieurs de vos questions en lien avec l'admission au cycle supérieur. Ces webinaires s'adressent aux personnes qui envisagent poursuivre le cycle supérieur provenant de plusieurs pays, y compris du Canada, évidemment. Qu'est-ce que ça signifie le cycle supérieur et les types de diplômes? On va y revenir tantôt pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne les diplômes au cycle sup. Voici quelques conseils pour le webinaire. Posez vos questions sur l'admission et les financements dans la fenêtre Q&R. Si vous avez des questions à nos invités, vous pouvez les mettre aussi sur la fenêtre Q&R et nous allons leur poser à la fin du webinaire. On a aussi un collègue qui va vous mettre des liens sur les chats. Alors, je commence en vous expliquant un peu les programmes que nous avons au cycle supérieur. Nous avons une image, oui, vous voyez l'image. Au deuxième cycle, nous avons un programme qui s'appelle Microprogramme. C'est un petit programme de 9 à 18 crédits. Pour ceux qui ne veulent pas s'investir dans un programme plus long, ils peuvent faire un court programme. C'est vraiment la base d'une spécialisation. Ensuite, nous avons les DESS, c'est les diplômes d'études supérieures spécialisés. Ça dure à peu près un an si on le fait à temps plein. Il s'agit de 30 crédits et en fait, il est divisé en deux segments. Il a toute la partie théorique et ensuite la partie plus pratique, c'est l'application des connaissances ciblées. Les DESS peuvent mener à une maîtrise et justement, dans la maîtrise, nous avons deux options. La maîtrise, elle dure à peu près 2 ans. Nous avons la maîtrise des recherches avec mémoire et aussi la maîtrise professionnelle. On peut faire un stage ou un travail dirigé. Mais sachez aussi que pour quelques programmes de recherche, on peut parfois faire un stage dans le cadre du programme de recherche et demander l'équivalence pour que ça soit comptabilisé comme des crédits universitaires. Alors, sachez aussi qu'il y a cette option pour certains de nos programmes. Ensuite, nous avons les doctorats. C'est notre plus grand diplôme d'études supérieures. Ça dure entre 4 et 5 ans. Et il faut bien sûr faire la rédaction d'une thèse et faire la soutenance devant un jury. Sachez aussi que ça existe le passage accéléré de la maîtrise au doctorat. Pour faire ça, il faut avoir terminé la scolarité, avoir des excellentes notes, être soutenu par les directeurs des recherches. Et l'Université de Montréal offre aussi des bourses pour des étudiants qui choisissent de faire les passages accélérés de la maîtrise vers le doctorat. Nous avons aussi les stages postdoctoraux. Si vous avez des questions par rapport à ça, on vous invite à nous contacter par courriel parce qu'il s'agit d'un processus d'admission un peu différent de nos autres diplômes. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler des deuxième cycle et troisième cycle. Alors maintenant, je vais vous présenter nos invités. Nous avons avec nous Madame Alem Amar, professeure et vice-doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation. Bonjour. Bonjour Carla et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Alem Amar, vice-doyenne au développement et à la formation continue à la Faculté des sciences de l'éducation. Parfait. Nous avons aussi Madame Sylvie Gendron, professeure et vice-doyenne à la Faculté des sciences infirmières. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis enchantée de prendre ce moment avec vous ce matin ou ce soir, dépendamment de l'heure qu'il est chez vous. Oui. Nous avons aussi Messieurs Nicolas Vermeis, professeur et vice-doyen à la Faculté des droits. Bonjour. Bonjour, bonjour Carla, bonjour à tous et toutes. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Bon, alors on passe à la première question et là je m'adresse à tous. Avez-vous des conseils pour les étudiants qui souhaitent déposer une demande d'admission dans un programme au cycle supérieur? Madame Amar? Oui, bien sûr, on a beaucoup de conseils. J'imagine que mes collègues auront plusieurs conseils, mais je vais commencer avec des conseils de base en me fiant à mon expérience en tant que responsable de programme et vice-doyenne. En fait, le premier conseil que je donnerai, c'est de bien prendre le temps de comprendre ses propres objectifs.
et la carrière qu'on veut avoir après les études. Parce que si jamais on a une bonne compréhension de nos objectifs, nos besoins de formation, ça serait beaucoup plus facile de trouver le programme qui correspond à ces objectifs-là, à ces besoins de formation et qui nous prépare le mieux à la carrière qu'on entrevoit. Donc ça, c'est mon conseil de base. J'irai avec 2 autres petits conseils. Après, je passerai la parole à mes collègues. C'est de bien s'assurer de suivre votre dossier étudiant quand vous faites une demande d'admission, parce que souvent, on va vous demander d'effectuer des tâches, par exemple, déposer des relevés de notes ou des résultats de tests de français. Donc, je vous vraiment conseille de suivre votre dossier de façon très régulière pour vous assurer de l'avancement du traitement de votre demande d'admission, parce que tout est tributaire du dépôt de ces pièces-là. Troisième conseil de base et très important pour les étudiants qui veulent faire une demande d'admission à des programmes de recherche. Si vous êtes à la recherche d'un directeur de recherche, n'écrivez pas à tous les professeurs du département. C'est souvent une stratégie qu'on voit et qui peut mener à la disqualification de l'étudiant, parce que même si ces professeurs sont dans le même département, ils n'ont pas tous le même objet de recherche et ils s'attendent à ce que vous ayez une idée minimale de votre projet de recherche et de savoir qui a la même expertise ou qui travaille dans le même champ de recherche. Donc, voilà mes 3 conseils pratico-pratiques et de base. Super, merci. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter? Je poursuivrai dans la même veine que ma collègue. J'invite généralement les personnes qui nous consultent à justement à consulter le site web de la faculté. Il y a également aussi le site des chercheurs. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien dans le chat pour faire le tour, voir quels sont les intérêts et les expertises des professeurs, leurs programmes de recherche. Y a-t-il des laboratoires ou des centres ou des groupes de recherche? Donc, ça se prépare une demande d'admission. Donc, clairement, on doit planifier un peu ce que l'on souhaite faire et identifier 1 ou 2 personnes fort intéressantes avec lesquelles on aimerait s'entretenir brièvement pour explorer les possibilités. Donc, une demande, ça se planifie en termes d'intérêt, de projets de recherche éventuels et ce n'est pas secondaire, la question du financement parce qu'il faut manger, payer son loyer, avoir une vie quand même. Donc, les ressources financières, ça doit se planifier à l'avance. Alors, s'informer également, je pense qu'on va pouvoir y revenir tantôt, des différentes sources de financement. Donc, essentiellement, c'est toujours « Que souhaitez-vous faire? Pourquoi entreprendre ces études? » C'est un extraordinaire projet et ça va de soi, mais ça se planifie. En fait, j'irais dans la même direction que mes collègues. Je n'ai pas énormément à ajouter. Ce n'est que réitérer de faire extrêmement attention aux conditions d'admission des programmes pour lesquels vous soumettez votre candidature. Trop souvent, je me dois de refuser des étudiants dans un programme parce qu'ils n'ont simplement pas les diplômes nécessaires. Puis ça me brise le cœur parce que c'est quelqu'un qui a passé un temps important à préparer sa demande d'admission, qui a déboursé les frais pour déposer cette demande-là, qui finalement doit être rejetée à sa face même. Donc, assurez-vous d'avoir de remplir toutes les conditions d'admission. Et si vous avez des questions, bien, de vous adresser aux gens qui sont annoncés là, sur le site web, comme les personnes contacts, pour répondre à ce type de questions. Dans toutes les facultés, dans tous les départements, il y a des personnes qui sont en mesure de répondre et de vous aider là, à savoir si vous remplissez effectivement les critères de base pour une demande d'admission.
Merci beaucoup. Ce sont des conseils très précieux. Et maintenant, je passe à ma deuxième question. Ça porte justement sur l'admission. Je pense que les gens qui nous écoutent aimeraient savoir comment ça se passe dans les coulisses, si on peut dire comme ça, de l'admission. Je m'adresse à Mme Gendron. Comment les dossiers des candidats au programme des maîtrises sont évalués? Évidemment, lorsque vous remplissez les formulaires, y attachez les différents documents demandés, donc vous avez bien pris le soin d'examiner les critères d'admission et d'identifier les documents à attacher. Il y a un premier traitement assez rapide au bureau du registraire, mais l'information par la suite pour le traitement des demandes d'admission aux études supérieures transite vers les facultés. Donc, au plus près des programmes et d'une connaissance fine des programmes. Alors, comment c'est traité? On examine chaque dossier à la lumière des critères. S'il manque des documents, parfois, on va essayer de vous contacter directement par écrit. J'ai même des gens parfois qui prennent le téléphone, si nécessaire, pour s'assurer d'obtenir tous les documents nécessaires. Et donc, il y a ce premier tri. Et dans ma faculté, du moins, mais je crois comprendre que ça se passe comme ça aussi dans d'autres facultés parce qu'on échange entre nous. Donc, il y a un examen de chaque dossier. Il y a des professeurs responsables des programmes qui examinent ces dossiers-là et qui formulent des recommandations. Et en cas de besoin, pour s'assurer de formuler une offre d'admission avec l'assurance qu'il y a des conditions et des ressources pour favoriser la réussite, parce qu'on veut commencer une maîtrise, mais on veut la terminer, cette maîtrise-là. Parfois, on obtient aussi une recommandation plus spécifique de notre comité interne des études supérieures. Donc, simplement pour dire que chaque dossier est examiné avec attention pour s'assurer de la cohérence avec l'offre. Donc, êtes-vous le bon candidat pour réussir dans ce programme-là? Et d'autre part, pour notre propre secteur ici, aux études supérieures, de s'assurer qu'on puisse offrir des ressources nécessaires pour assurer la réussite de votre programme. Parfois, on peut même vous inviter à une entrevue. Pour faire connaissance. Parfois, il y a des petits tests supplémentaires aussi, entre autres pour le français, et peut-être que j'ai d'autres collègues qui vont vouloir en parler ici, mais pour s'assurer aussi de suffisamment de compétences ou de capacités pour réussir en français et aussi pour nous aider à identifier des ressources nécessaires parce que nous sommes une université francophone, alors on lit beaucoup de choses en anglais, mais c'est une université francophone et on étudie en français. Merci beaucoup. J'imagine que ça s'applique aussi, Mme Gendron, au doctorat. Ah oui, mais au doctorat, pour nous, plus spécifiquement à la Faculté des sciences infirmières, mais je soupçonne et je le sais très bien que nous ne sommes pas la seule faculté à faire cette chose-là, mais il y a une rencontre avec un comité d'admission. Donc là, il y a vraiment une entrevue et ça, c'est fixé d'avance. Pas nécessairement pour la maîtrise ou les microprogrammes ou DESS, mais pour le doctorat, on aime bien rencontrer les candidats et s'assurer qu'il y a déjà des liens et un plan d'établi avec une équipe de direction de recherche et pour attacher en amont un plan de financement. Et on reviendra encore, on dirait que je parle beaucoup d'argent ce matin, mais quand même, c'est important.
Merci beaucoup. J'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent de poser des questions sur les Q&R au Q&A dans la fenêtre parce que sous les chats, c'est vraiment, mon collègue, lui, va mettre des liens utiles. Alors, pour que les liens ne se perdent pas, c'est important que vous posiez vos questions dans les Q&R. Merci. La prochaine question, c'est pour Messieurs Vermeis. On sait que pour plusieurs programmes au cycle supérieur, on demande une lettre de motivation. Qu'est-ce qui c'est important pour vous de retrouver dans une lettre de motivation? En fait, commençons par la forme, parce que le fond, on y pense souvent, mais on oublie la forme. Une chose extrêmement importante, c'est de vous assurer que votre lettre soit bien rédigée, que votre niveau de français soit adéquat, qu'elle soit cohérente, que toute l'information s'y retrouve. Donc, soignez la qualité de la langue dans la présentation de votre lettre. Deuxième chose, et on y a fait référence tout à l'heure, certains étudiants, et c'est normal, vous allez évidemment appliquer dans divers programmes à notre université et on vous le pardonne dans d'autres universités également. Assurez-vous que votre lettre soit personnalisée. Il m'est arrivé souvent de lire des lettres où on me dit « Je considère que vous êtes la meilleure université au monde » pour ensuite voir que le nom de l'université n'était pas l'Université de Montréal. Donc, vous aurez compris qu'en tant que lecteur de la lettre, c'est un petit peu froissant. Donc, bien vous assurer que la lettre est personnalisée par rapport à l'institution et au programme auquel vous appliquez. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la forme. Au niveau du fond, des informations importantes qu'on doit retrouver, évidemment, votre motivation, hein, c'est une lettre de motivation. Donc, pourquoi vous voulez venir à notre programme? Si, comme ma collègue l'a indiqué tout à l'heure, vous avez approché un professeur et que vous avez déjà entamé des discussions, qu'il y a quelqu'un qui a un intérêt pour vous encadrer ou qui vous a indiqué qu'il ou elle serait prêt à vous encadrer, bien, le préciser également dans la lettre, parce que c'est une information qui est extrêmement utile, extrêmement importante pour nous, parce que, comme on vous l'a indiqué, évidemment, on n'acceptera pas un étudiant pour ensuite lui dire, bon, il n'y a personne pour vous encadrer, donc désolé, on ne peut pas vous aider dans le reste de votre cheminement. Et ensuite, c'est de mettre l'emphase vraiment sur les choses qui font de votre candidature une candidature qui se distingue. Vous aurez compris qu'on reçoit à l'université des milliers de demandes d'admission à chaque année et plusieurs se ressemblent. Et donc, s'il y a quelque chose qui fait que vous vous distinguez au niveau de vos résultats, évidemment, mais même au niveau de vos activités parascolaires, c'est des choses qui peuvent se retrouver dans la lettre, encore une fois, pour que vous accrochiez notre attention, pour qu'on puisse, on ait un plus grand intérêt à aller voir le reste de votre dossier. Évidemment, on regarde tous les dossiers, peu importe la qualité de la lettre, mais il va de soi, nous sommes des êtres humains. Si la lettre est bien rédigée, si elle nous invite à creuser avec une certaine curiosité chez nous, et donc cela nous invite à aller consulter votre dossier, bien, vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté. Super, c'est très clair. Merci beaucoup. Maintenant, c'est une question pour Mme Amar. Quelles compétences les candidats à la maîtrise et au doctorat doivent faire preuve? Merci, Carla, pour cette question très importante. En fait, il y a évidemment plein de compétences qu'on pourrait rechercher chez un étudiant et ça varie d'une faculté à l'autre. Mais je vais me limiter à quelques compétences qu'on pourrait juger d'indispensables et assez transversales à toutes les unités et les facultés de l'Université de Montréal. Et je vais parler de ces compétences selon deux catégories. Donc, je parlerai plutôt de compétences attendues et de compétences désirées. Donc, si je regarde les compétences attendues, la première sur laquelle je mets plein de lignes rouges, vert, bleu de toutes les couleurs, c'est l'autonomie. L'autonomie de l'étudiant est attendue aux études sup pour les raisons suivantes. Donc, quand un étudiant ou une étudiante s'inscrit à un programme d'études sup, il est attendu qu'elle se trouve une direction de recherche. Il est attendu qu'elle se trouve un travail pour subvenir à ses besoins si le besoin est bien sûr. Il est attendu que, par exemple, quelqu'un qui s'inscrit à un programme professionnel, donc microprogramme, DESS, maîtrise professionnelle, on s'attend à ce que la personne s'inscrive aux cours en ligne toute seule. On s'attend à ce que l'étudiant suive son dossier étudiant. Donc, il y a beaucoup d'attentes envers l'étudiant et
ce qui fait qu'il a besoin ou elle a besoin d'être très autonome. Une autre tâche qu'on attend de l'étudiant, c'est de lire, de chercher et de lire des articles pour effectuer sa recherche, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'attentes de cet étudiant-là qui font qu'il doit ou elle doit être assez autonome. Une chose à savoir, c'est que oui, on est accompagné dans les études supérieures. C'est très important. L'Université de Montréal accorde une importance extrême à l'accompagnement des étudiants aux études sup, mais on est moins tenu par la main quand on effectue des études sup. Donc, l'autonomie pour moi est une compétence, et j'imagine que c'est le cas pour mes collègues aussi, est une compétence assez importante. La deuxième compétence, et vous avez entendu mes deux collègues parler du français, donc la qualité du français, donc la maîtrise de la langue d'enseignement et de rédaction, et souvent c'est le français chez nous, impose une maîtrise importante de la langue, que ce soit chez les locaux ou les internationaux. C'est d'autant plus important chez les personnes qui ont effectué des études dans une langue autre que le français. Donc, de ces personnes-là, c'est la raison pour laquelle on pourrait exiger un test de français de ces personnes. Donc, voilà les deux compétences qui me paraissent attendues et indispensables. Si on va du côté des compétences désirées, ça va aussi varier d'une faculté à l'autre. Je vais me limiter à deux compétences, le leadership, donc avoir le sens de l'initiative, parce que si on va faire un projet de recherche, on va devoir produire de la recherche, on doit prendre des risques avec des idées de recherche, donc le leadership et la collaboration. On travaille beaucoup en équipe, que ce soit du côté des programmes professionnels ou la recherche, d'où l'importance d'être capable de travailler en équipe, de collaborer, de coopérer, c'est indispensable. Bien sûr, toutes ces compétences que j'ai nommées, elles sont indispensables au début, mais on continue de les travailler durant la scolarité dans tous nos programmes. Donc, voilà une première idée des compétences attendues. Merci beaucoup, Madame Amar. Et vous avez touché un point super important, la qualité de français. On a plusieurs demandes des étudiants non francophones et à l'Université de Montréal, nous avons aussi des outils pour accompagner ces étudiants. Nous avons notamment un programme de francisation qui permet aux étudiants de passer du niveau B1 au niveau B2. Mon collègue va le mettre dans les chats aussi, les liens pour que vous ayez plus de détails sur notre programme de francisation. Merci. Et je continue avec vous, Madame Amar. Une autre question par rapport au dépôt du dossier. Dans quelle langue? Parce qu'à l'UDM, oui, on est francophone. Nous avons quelques programmes qui sont entièrement en anglais, mais la grande majorité, c'est en français. Dans quelle langue on peut déposer une demande d'admission? Une autre question très importante, Carla, mes collègues l'ont dit, je vais le dire, quelque chose à ne pas perdre de vue, c'est que l'Université de Montréal est une université francophone. Donc, la langue d'enseignement, à quelques exceptions près, c'est le français. L'administration, donc les échanges avec les techniciennes en gestion des dossiers étudiants, c'est en français. Donc, et même s'il y a des fiches de programmes qui sont traduites en anglais ou en espagnol ou en d'autres langues, il reste que la langue d'enseignement, c'est le français et la langue d'administration, c'est le français. Donc, quand on fait une demande d'admission, il va de soi que ça soit fait en français. C'est ça que je sais. Donc, j'espère que je n'ai pas manqué d'autres éléments, Carla. Oui, c'est très important de regarder dans les fiches de programme parce qu'effectivement, pour quelques programmes, c'est possible d'envoyer les documents, en fait, dans une autre langue. Les documents... Un petit élément peut-être, Carla, les étudiants, par exemple, une petite exception, les étudiants qui appliquent à des programmes de recherche, par exemple la MA ou le PhD, et qui veulent rédiger leur thèse en anglais ou dans une autre langue, il est important d'indiquer ça au moment de l'admission. Bien sûr, d'avoir aussi l'accord de la direction de recherche pour que la thèse ou le mémoire soit rédigé dans une autre langue. Ça, c'est important aussi à savoir au moment de l'admission.
OK. Mais c'est important de savoir aussi que ça existe cette flexibilité aussi à l'Université de Montréal. Une dernière question. On est à la première partie encore, on parle des étapes d'admission. Madame Gendron, est-ce que ça existe des dates limites de dépôt d'une demande? Oui, les dates sont bien annoncées et peuvent parfois varier d'un programme à l'autre. Alors, il faut être très, très attentif. Et entre autres, pour le doctorat, on parle du 1er février, c'est demain matin pratiquement. Et bon, il y a une bonne raison pour ça. Notamment, entre autres, pour les étudiants qui proviennent de l'extérieur du pays, on doit avoir suffisamment de temps pour obtenir les visas nécessaires, etc. Maintenant, pour d'autres programmes de deuxième cycle, c'est le 1er mars, donc ça laisse un peu plus de temps. Nous sommes déjà en ce moment en train de traiter des demandes d'admission. J'en suis très heureuse et il peut arriver pour certains programmes où on dit, bon, on a encore un peu plus de place, on souhaiterait recevoir davantage d'étudiants. Parfois, ça peut être prolongé jusqu'au 1er mai. Mais il faut vérifier les dates d'admission et il y a des dates d'admission pour l'automne. Parfois, il y a des programmes qui commencent aussi au trimestre d'hiver. Il y a certains programmes aussi où on peut débuter au trimestre d'été. Donc, ces informations sont généralement très claires sur les sites du service du bureau du registraire. S'il y a un doute quelconque, vous pouvez également contacter la personne ressource qui est indiquée, qui est rattachée à ce programme-là et on se fera certainement un plaisir de répondre à ces interrogations-là. Évidemment, on voudrait bien vous recevoir à l'Université de Montréal. Alors, voilà. Je rappelle aussi aux gens qui nous écoutent que les dates limites figurent sur nos fiches programmes sur les sites admission.umontréal.ca. Alors, comme M. Vermeil disait au début, c'est très, très, très important de consulter les fiches programmes pour avoir tous les critères d'admission, mais aussi pour connaître la date limite des dépôts. On va passer à notre deuxième sujet, qui c'est trouver un directeur des recherches. Vous avez déjà donné de conseils, Mme Gendron, sur comment trouver un directeur. Les étudiants peuvent regarder sur notre vitrine de la recherche qu'on appelle, c'est recherche.umontréal.ca, où on y trouve nos professeurs, leur disponibilité, s'ils sont disponibles, justement pour avoir d'autres étudiants. Alors, du côté des professeurs, de votre côté dans les coulisses, si on veut dire comme ça, Madame Amar, comment les professeurs évaluent une demande d'encadrement? Merci, Carla. Donc, je pense que ce qu'on évalue dépend des tâches qu'on demande aux étudiants au moment de l'admission. Donc, je vais prendre quelques exemples pour expliquer, mais vous allez voir à travers les exemples qu'on recherche tous la même chose. Donc, on est à la recherche des mêmes compétences, aptitudes, connaissances, savoir-faire. Donc, si, par exemple, il y a des facultés ou des départements qui demanderaient, par exemple, une première description du projet de recherche que l'étudiant a en tête. Donc, on peut demander 2 pages, 3 pages, 5 pages, ça dépend des facultés. Donc, si on demande ça, les futures ou les directions pressentées pourraient évaluer des éléments suivants, par exemple, à quel point le projet de recherche de l'étudiant correspond à l'expertise du professeur ou ses champs d'intérêt, peut-être ce n'est pas directement dans son expertise, mais il est intéressé par ces domaines-là. Par exemple, je suis en langue seconde, je m'intéresse beaucoup à l'enseignement de l'oral et de l'écrit, mais j'ai des étudiants qui veulent travailler sur la lecture, ça m'intéresse, je vais les prendre sous ma direction. L'écriture scientifique, on regarde beaucoup l'écriture scientifique, par exemple, à quel point le texte correspond aux ordres de sections des sections qu'on retrouve, par exemple, dans un mémoire, dans une thèse ou dans un article scientifique.
C'est très important ça. À quel point l'étudiant ou le candidat est capable de faire référence à la recherche existante. Est-ce qu'il le fait selon les normes? Donc, on regarde toutes ces dimensions d'écriture scientifique. Bien évidemment, on l'a dit, on le redit, la direction regarde également la qualité de la langue parce que la qualité de la langue est très importante quand on rédige, que ce soit des travaux ou un mémoire et une thèse. Les directions pressentées peuvent demander des tâches supplémentaires pour leur permettre d'évaluer les aptitudes qu'ils jugent importantes. Par exemple, on peut demander à un étudiant de résumer un article scientifique en anglais, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de publications en anglais. Donc, on peut demander à un étudiant de lire et résumer un article scientifique. Et ça nous permet de juger, d'évaluer sa compétence à comprendre et à synthétiser la recherche, qui sont des aptitudes très importantes chez un étudiant aux études sup. On peut demander une entrevue pour voir comment l'étudiant interagit, à quel point il est capable de comprendre à l'oral. Comme vous le voyez, il y a une panoplie d'éléments qu'on évalue chez l'étudiant. Qu'un futur directeur de recherche pourrait évaluer chez un étudiant. Et le tout tourne autour des mêmes dimensions et des mêmes connaissances et aptitudes. Encore une fois, qu'on continue à développer chez ce même étudiant quand il va s'inscrire aux études sup. On fait ces évaluations-là pour s'assurer que l'étudiant a les bases sur lesquelles on pourrait construire une fois inscrit aux études sup. C'est aussi simple que ça. Super, merci. Monsieur Vermees, vous avez mentionné tantôt que les étudiants, comment ils devaient écrire, en fait, comment ils doivent écrire à un directeur quand ils veulent être encadrés, en fait, par un professeur. Je me demandais, est-ce que l'étudiant, il doit arriver avec un sujet précis ou il doit simplement arriver avec une idée et après, c'est avec les directeurs qui, ensemble, vont définir les sujets? En fait, je vous dirais, ça va dépendre énormément de la faculté, du département et du financement. Alors, dans certains cas, un directeur ou une directrice va avoir un financement pour travailler sur une question bien précise et donc va recruter des étudiants qui sont intéressés par ce domaine-là pour contribuer à la recherche et s'inscrire dans ce projet de recherche financé. Sinon, et c'est le cas à la faculté de droit notamment, c'est l'étudiant, l'étudiante qui va se présenter, qui va rencontrer son directeur avec une idée d'un sujet de recherche, d'une approche qu'il ou elle veut adopter. Et je reviens un peu à ce que ma collègue disait il y a quelques instants. Et à ce moment-là, va s'asseoir avec le directeur va voir est-ce que ça correspond à mes intérêts de recherche, dans quelle direction on pourrait amener le tout pour que ça fasse une bonne maîtrise ou un bon doctorat selon le niveau. Et là, il va y avoir un dialogue entre la directrice ou le directeur et l'étudiante ou l'étudiant pour tenter de cerner le sujet. Mais on s'attend évidemment à ce que quelqu'un qui s'inscrit à la maîtrise ou qui s'inscrit au doctorat le fait avec déjà une vision d'un sujet qu'il ou elle veut exploiter et veut pousser plus loin. Parfait, merci. Madame Gendron, quelles sont les caractéristiques que vous recherchez chez un candidat, un étudiant qui vous écrit, par exemple, pour vous demander de superviser son travail? Oui, en fait, je pense que mes collègues ont déjà fait parler de compétences attendues et désirées. Mais sur une note peut-être un peu plus personnelle, lorsque je suis assise avec une candidate ou un candidat prospectif, la motivation non seulement à débuter, mais à mener à terme ce projet-là, pour moi, est important. Donc, cette caractéristique, cette capacité d'avoir un plan assez défini
bon, peut-être pas pour la recherche parce qu'on va continuer à construire ça ensemble, mais comment ça s'inscrit dans mon plan de développement professionnel, dans mon projet? C'est un projet de vie, hein, finalement, surtout au niveau du doctorat. Alors, est-ce que ça a été bien réfléchi pour s'inscrire dans la trajectoire? Alors, c'est ce que je recherche, cet engagement. Si on n'est peut-être pas trop certain, qu'on se pose encore un peu de questions sur la capacité à y arriver, je dis, bon, on commence à planifier maintenant, on verra peut-être pour le prochain cycle d'admission. Donc, on va travailler en amont, ça se prépare. Je dirais peut-être la dernière chose, et je soulignerai à grands traits, cette capacité d'autonomie. C'est vrai, aux études supérieures, on doit s'organiser, on doit prendre de l'initiative, mais être autonome, ça ne veut pas dire je suis indépendante ou je dois faire tout toute seule. Donc, c'est aussi l'autonomie se mesure aussi à la capacité de demander de l'aide en temps opportun pour pouvoir prendre des décisions et cheminer. Donc, nous sommes définitivement disposés à accompagner à travers un cheminement qui se veut autonome. Donc, un cheminement, c'est quelqu'un qui va demander de l'aide en temps opportun. Et cette relation que vous allez construire avec votre directeur, directrice ou une équipe de direction, c'est une relation importante, centrale à la réussite de votre démarche. Et les deux, le directeur et l'étudiant ont un rôle dans cette relation-là. Donc, nous sommes là pour accompagner, mais on s'attend à ce qu'on nous demande certaines précisions à certains moments dans le parcours. Donc, il ne faut pas se gêner et attendre que ça vienne de l'extérieur ou que ça tombe du ciel d'une certaine manière. Il ne faut pas se gêner pour organiser votre trajectoire. C'est votre maîtrise. Vos directeurs ont déjà fait une maîtrise, ont souvent déjà fait un doctorat. C'est assez. Donc là, c'est votre projet. Alors, c'est à vous de l'organiser et de nous faire cheminer avec vous. Peut-être la dernière chose que je dirais, moi, ce que je recherche, c'est un candidat, c'est de poursuivre mon propre apprentissage. Pour moi, des étudiants au doctorat ou à la maîtrise, ce sont des gens qui vont me permettre de continuer à apprendre parce que c'est ça qui m'anime, moi, finalement. Et je pense que je parle pour beaucoup de mes collègues aussi. Super, merci beaucoup. C'est très, très clair. Je pense qu'on a bien couvert les sujets des directeurs de recherche, mais j'ai une dernière question avant de passer au financement. Est-ce que, c'est pour Madame Amar, est-ce qu'on a besoin d'un directeur de recherche pour tous les programmes au cycle supérieur? Carla, tu as parlé au tout début de deux catégories ou types de programmes d'études sup. Tu as parlé des programmes professionnels, donc on parle des micro-programmes, on parle des DESS et on parle des maîtrises professionnelles. Et d'un autre côté, on a parlé des programmes recherche, donc MA et PhD. Je commence par dire que pour la MA et PhD, ça prend un directeur automatiquement, donc il faut le trouver souvent avant de s'inscrire ou immédiatement après l'inscription. Donc, ça dépend des facultés. Ça, c'est côté recherche. Maintenant, pour les programmes professionnels qui ont une vocation différente, donc les programmes de recherche, on forme le monde pour utiliser la recherche afin de produire encore de la recherche. Alors que pour les programmes professionnels, on forme le monde pour utiliser la recherche, comprendre la recherche pour résoudre des situations, problèmes auxquels ils font face dans leur pratique. Donc, du côté des programmes professionnels, on a plus des programmes avec des cours. Donc, dans les micro-programmes, c'est sous forme de cours. Donc, on n'a pas besoin d'un directeur. Pour le DESS, c'est la même chose. Ça comprend des cours, peut-être des stages, mais on n'a pas besoin d'encadrement comme c'est le cas pour la recherche.
Si on arrive à la maîtrise, ça peut varier. Quand on arrive à la maîtrise professionnelle, ça peut varier d'une faculté à l'autre. Donc, il y a des facultés qui ont des maîtrises avec ce qu'on appelle un travail dirigé, qui est un mini-projet de recherche peut-être que les étudiants font à la fin de la maîtrise. Il y a des facultés, souvent on s'attend à avoir un directeur de travail dirigé qui va accompagner l'étudiant pour faire ce projet de mini-projet de fin d'études, si je peux l'appeler de même. Mais il y a des facultés où on n'a pas de travail dirigé. Donc, je parle des programmes de la Faculté des sciences de l'éducation qu'on vient de réviser dans leur totalité. Et il y a un projet de fin d'études, mais ça ne nécessite pas un directeur de recherche. Ça va se faire dans le cadre de cours. Des étudiants seront accompagnés par les groupes d'étudiants, pas sur une base individuelle, seront accompagnés par des professeurs. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'une MED et d'une maîtrise professionnelle totalement sous forme de cours qui ne nécessite pas de trouver une direction de recherche. Donc, voilà. Très clair, merci. Je vois que le temps file. On a beaucoup de sujets, clairement. Je vais peut-être passer rapidement alors aux questions sur les financements. Je voulais savoir comment les étudiants au cycle supérieur trouvent du financement à l'UDM. Madame Gendron, est-ce que vous pouvez nous aider avec cette question? Évidemment, le site web des études supérieures et postdoctorales contient une mine d'informations. Donc, il faut se référer à ce site et il y a des mises à jour également. Donc, j'imagine que ce lien-là sera dans le chat. Ça, c'est une source de financement. Évidemment, si on se retrouve dans une équipe de recherche où notre directeur ou directrice a des fonds de recherche disponibles, il peut aussi y avoir des parties de ces sommes-là qui sont dédiées soit comme bourse d'études, tout dépendamment de l'organisation interne, ou bien il y a du financement à titre d'auxiliaire ou agent de recherche. Donc, c'est une autre source de financement. Il y a aussi de l'auxiliariat d'enseignement par ailleurs. Donc, je pense dans notre faculté en sciences infirmières, on fait appel à des tuteurs pour enseigner au premier cycle et des gens qui ont plus d'expérience aussi dans le centre de simulation pour de la formation professionnelle. Il y a également des bourses philanthropiques. Parfois, ces bourses philanthropiques sont bien identifiées sur le site des études supérieures et postdoctorales. Par contre, il y a des bourses philanthropiques qui sont propres aux facultés aussi. Alors, il faut aller voir le site des ESP, études supérieures et postdoctorales, et le site de la faculté à l'intérieur de laquelle vous allez travailler. Ce qu'on vise, c'est une sorte de financement intégré, notamment pour les étudiants au doctorat. Donc, faire un amalgame de différentes sources de financement pour pouvoir cheminer, mener à terme, réussir. Peut-être une dernière chose, il y a des programmes professionnels aussi. Ma collègue faisait mention de programmes professionnels. Il y a parfois des bourses très spécifiques pour certaines catégories professionnelles, par exemple pour les infirmières, infirmiers, praticiens spécialisés. Il y a un grand besoin de ces professionnels-là. Donc, le gouvernement octroie encore pour le moment des bourses qui font en sorte qu'on peut étudier à temps plein. Donc, voilà. Super, super intéressant, merci. Alors, je vous invite à consulter notre répertoire des bourses sur les sites des ESP. Mon collègue va mettre les liens sous les chats. Et je vous rappelle aussi qu'il existe plusieurs bourses d'exemption des frais pour les étudiants internationaux au cycle supérieur. Ça peut aller jusqu'à 9 000 $ au deuxième cycle et exemption totale des frais pour les étudiants internationaux au doctorat. Alors, c'est-à-dire qu'ils payent les mêmes prix que les étudiants québécois. C'est très avantageux. Je pense qu'on n'a plus le temps pour d'autres questions. Merci beaucoup aux participants d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à nos invités.
J'invite tout le monde à consulter notre article sur les 10 bonnes raisons d'étudier au cycle supérieur. Cela va vous aider à prendre une décision, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas encore convaincu à poursuivre au cycle supérieur. Les journées de l'admission vont jusqu'au 30 janvier et les événements, trouvez son programme jusqu'au 25 février. Cette séance sera disponible pour rediffusion sur la page vidéo sur demande du site de l'admission. D'ici là, suivez-nous sur Instagram @umontréal.futurétudiant où plusieurs ambassadeurs des différents programmes d'études vous partagent leur expérience à l'UDM. Merci et à bientôt.